Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Bonjour mesdames et messieurs, ici Nadine Jutras. Au nom de toute l'équipe de TV Témis, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle saison d'Info-Témis. J'espère que vous avez eu un bel été, malgré tout. On sera donc ensemble comme ça toutes les semaines afin de jeter un œil sur ce qui se passe dans notre coin de pays, notre beau Témiscamingue. Cette semaine, nous ferons un suivi du dossier de la grotte de Ville-Marie. On rencontrera Christian Beaulé qui a été reconduit à son poste de président de hockey Abitibi-Témiscamingue. Aussi, on en apprendra plus sur le bilan du premier été d'activité à la plage de Ville-Marie. Mais d'abord, une excellente nouvelle. Le vignoble du domaine des Ducs de Duhamel-Ouest est sur le point d'être certifié biologique. Cette certification viendra reconnaître les efforts faits dans la production de raisins sans pesticides ou fertilisants chimiques. Richard Dessureau, copropriétaire du vignoble, souligne les avantages qu'une telle certification apporte à son entreprise. On avait un projet d'horticulture, mais on n'avait pas de terrain. Puis, la magie du destin, si on peut dire, c'est que là, il y a quelqu'un que je connaissais qui n'était plus en production, qui m'a dit « Bien oui, mais moi j'en ai une terre à vendre », puis ça a commencé comme ça. Et on a acheté 65 acres sur l'île de René et Monique. Donc, à partir de là, on a échafaudé notre projet de vignoble avec un partenariat avec le centre de recherche de Vineland en Ontario, tout près de Niagara, qui sont spécialisés dans les arbres fruitiers et la vigne. Et avec Mme Fisher, on a élaboré un projet de recherche ici sur les variétés de vignes qu'ils avaient développées au centre de recherche, mais aussi pour catégoriser notre climat du Témiscamingue. Et c'est ça, de fil en aiguille, on a rajouté des plants. Du 4500 plants du projet de recherche, on est monté à 11 000 plants en sélectionnant des variétés. Et finalement, on a obtenu notre permis en 2000, puis on a continué à progresser. On a à peu près 55 variétés différentes aujourd'hui. Puis on produit en moyenne 4000 bouteilles de vin. C'est variable, ça peut aller de 2500, la pire année il y a 2 ans, à aller jusqu'à 5500. Cette année, on se dirige vers un 5500. La certification bio, c'est qu'on fait une inscription dans une compagnie de certification. Dans mon cas, c'est Écocert Canada, mais il y a quelques autres entreprises qui font de la certification au Canada et dans le monde. Et ces gens-là sont là pour certifier que qu'est-ce que je dis est vrai. Ils viennent visiter, ils nous demandent tous nos registres de production. On doit les déposer à l'avance. Ils posent des questions. Ils documentent leur registre de production. Ils regardent tous les champs. C'est presque du plan par plan, là. Donc, et j'ai eu la première visite, la pré-certification l'an passé. Normalement, ça peut prendre de 3 à 4 ans pour avoir la certification. Moi, j'ai eu la pré-certification 3 ans l'an dernier. Et donc, ils ont bien constaté que qu'est-ce que je mentionnais sur mes registres, c'est qu'il n'y avait jamais eu d'application de pesticides. C'était vrai. Donc, ils ont vraiment constaté. Ils sont revenus cet été, dans la période avec les raisins et tout. Et ils ont encore une fois constaté, plan par plan ou presque, que tout était conforme. Donc, ils m'ont donné la pré-certification. Mais le papier officiel n'est pas encore arrivé. C'est qu'il y a un délai administratif de 15 mois que je dois respecter. Et là, actuellement, je ne respecte pas le 15 mois. Mais ça n'a pas d'incidence comme telle sur mes ventes parce que le raisin n'est pas encore récolté. La récolte s'en vient et on va commercialiser ce raisin-là une fois transformé en 2021. Donc, à partir dans quelques mois, je vais avoir le papier officiellement. Et plusieurs mois après, je vais commercialiser mon vin à partir de raisins bio. Claire et moi, on a décidé de retravailler toute notre formation, mais aussi toute notre structure des vins. Et donc, on s'est donné des formations. On a engagé une firme par la suite qui nous a suivis, qui nous suit encore pour la qualité des vins, la fabrication des vins. Et la production bio ou la certification bio vient comme couronner le tout. C'est que depuis 4 ou 5 ans, la qualité de nos vins s'est grandement améliorée et c'était voulu. Et donc, le bio permet de rajouter un plus à cette qualité de production sur laquelle on est. Et ça va nous permettre aussi une distribution plus large
surtout à l'extérieur de la province où on est moins connu. Donc, à ce moment-là, ça nous donne un attrait supplémentaire. Pas nécessairement d'argent de plus qui va entrer, mais une facilité à vendre des produits à l'extérieur de la région. Bon, essentiellement, on produit un vin rouge, un vin blanc et un vin rosé. Je pourrais essayer de les catégoriser rapidement. Le vin rouge est un peu style cette année Côte-du-Rhône, Beaujolais. Donc, c'est un vin qui est très aromatique, très fruité. Pas de barrique de chêne, pas de chêne, donc c'est vraiment naturel. Donc, pas très tannique, mais une belle présence, une belle puissance aussi. Avec une belle coloration un peu violacée, c'est intéressant comme produit. Avec les steaks, les grillades, c'est très bon. Au niveau du vin blanc, le blanc de Duhamel, on peut parler en termes de spécificité d'un vin qui va avoir des arômes d'agrumes. Et au niveau des fruits, ça va plus aller sur la pomme verte et la poire, qui est principalement emmenée par la variété Céval. Donc, un très bon vin avec long en bouche, une belle puissance, assez bien contrôlée, idéal avec les poissons, fruits de mer, sushis, les pâtes sauce blanche, c'est vraiment bien. Le rosé, lui, lequel on a tout vendu cette année, il n'en reste plus. Ça a bien été. Le rosé qui est un produit très sec, même extra sec, donc très bon en termes de sucre résiduel, en bas de 1 gramme par litre. Et des arômes de petits fruits, floral même dans ces arômes, petits fruits rouges, fraises, framboises, vraiment intéressant, puissant, même s'il est sec, puissant, lequel on peut ajouter une glace, parce que c'est la boisson de chaleur. Dans les produits d'appellation et dans les produits secondaires, on produit des gelées de vin. Donc, chaque vin a une gelée associée. Donc, le vin rouge, c'est le vin rouge romarin parce qu'on rajoute un aromate. Dans le vin rosé, c'est rosé canneberge. Et dans le vin blanc, c'est le vin blanc et gingembre. Donc, c'est une réduction d'à peu près 20 %. On rajoute sucre et gélatine. C'est ça, on met dans les pots. Et donc, ça va sur les fromages, les terrines, les viandes. Un bon brie chauffé au fourneau avec des amandes, une bonne couche de gelée, on laisse fondre, c'est vraiment délicieux. Une des plus belles surprises qu'on a eues en termes de partenariat au cours des dernières années, c'est avec Fromagerie au village de Lorrainville, avec le cœur du village. Donc, on a un fromage qui est vraiment le milieu vanille de vin rouge. La croûte est lavée au vin rouge et vraiment délicieux. C'est un beau partenariat, on est très contents. Puis eux aussi, c'est un bon vendeur pour leur entreprise. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour 2020, c'est une très belle saison, à tout point de vue. C'est une belle saison, premièrement, pour les ventes de vin. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, en termes d'appui à notre programme qualité, bien, les vins se vendent bien. On a une belle réceptivité de la part des gens actuellement. C'est vrai qu'avec l'année spéciale de COVID, il y a une recrudescence pour les produits locaux, un intérêt marqué pour les produits locaux. Dans cette année, bien, on a eu beaucoup de chaleur. C'est très bon pour la vigne. La vigne aime la chaleur. C'est une plante de climat sec. Elle n'a pas besoin d'eau. Et donc, on n'a pas eu de gel au printemps, au mois de juin. À certains endroits au Québec, il y a eu un bon gel au mois de juin, suffisamment pour affecter la productivité ou la production des vignobles, de certains vignobles au Québec. Mais nous, ça a été très bon. On n'a pas eu de gel. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de raisins. La production, elle est bonne. Si on a un bel automne, ça va être une année extraordinaire. L'achalandage de touristes a été bon, a été comme décalé dans la saison. C'était un peu spécial cette année, mais le décalage a fait que même aujourd'hui, tout près de septembre, bien, il y a plein de visiteurs de Montréal, de Gatineau, du Québec, qui sont en visite dans le secteur et qui viennent nous voir acheter des vins. On a un projet qui est actuellement en cours, qui n'est pas démarré encore, mais il manque quelques éléments de soumission à date. Mais on a un projet de doubler la superficie de nos bâtiments. On veut augmenter notre production, passer de 4 000 à presque 10 000 bouteilles annuellement.
Et donc, et ajouter quelques équipements, mais les équipements comme tels, c'est plus des cuves pour la finition des vins. Pour le reste, on a tout pour faire la transformation. L'été 2020 aura été témoin d'une nouveauté attendue dans la ville de Ville-Marie. En effet, une plage publique y a été aménagée en plein cœur de la ville. De plus, un sauveteur était sur place pour assurer la sécurité des baigneurs. Une initiative fort appréciée par les familles de la région qui ont profité du nouveau service en grand nombre. Ça fait longtemps qu'on y pense, mais on avait beaucoup de contraintes au niveau de l'environnement, au niveau des assurances, au niveau de la responsabilité qu'on avait par rapport à ça. Cet été, quand on a vu le nombre de personnes qui venaient, les petites familles, se baigner, malgré que la baignade était interdite, qui venaient se baigner, Manon, à la ville, tout ça, nous est revenu avec le projet, tout ça. Donc, on a dit, hey, garde, on va de l'avant avec ce projet-là. Nous, qu'est-ce qu'on avait fait l'an passé par rapport à la crue des eaux? On avait eu la permission de l'environnement de faire de l'enrochement. Donc, on avait commencé à préparer quand même le terrain tout en respectant l'environnement, faire notre enrochement, faire nos marches, parce qu'on ne pouvait pas travailler dans l'eau. Donc, puis vu que la décision a été prise très rapidement de faire une plage, on a mis un peu de sable, mais ça a été pas mal tout parce qu'on sait que c'est un projet pilote. Donc, c'est ça qui a été fait cette année. Si on renouvelle l'année prochaine, on va de l'avant, il va y avoir plus de travaux qui vont être mis. Premièrement, nous, on pense de remettre beaucoup plus de sable, pas à l'eau, parce qu'on peut pas, comme vous voyez, on ne peut pas aller dans l'eau, puis c'est parfait comme ça, on respecte les normes, mais en haut, pour que les gens aient accès, les enfants, les jeunes enfants aient accès au sable, puis pouvoir jouer. Puis la préparation pour descendre en bas, comme vous voyez, ça a été travaillé à l'automne. Il y a encore beaucoup d'ouvrages, du grattage avec une pelle pour essayer d'équilibrer le terrain, etc. Là. Donc, il y a encore beaucoup d'ouvrages à faire. Ça va être vu avec le directeur des travaux publics et Camille Clouard, qui est employé à la ville, là, pour voir comment on peut aménager ça un petit peu mieux. Là. Pour être conforme au niveau des réglementations, on a besoin d'un lifeguard. Donc, c'est Youssef. C'est sûr que l'aménagement, ça en est un autre avec Youssef. Là, il a mis une plateforme à terre puis il a été très accommodant. Mais l'an prochain, ça va y prendre une chaise, ça va y prendre un parasol, ça va y prendre des équipements pour pouvoir être mieux installé pour lui. J'ai été engagé par la ville de Ville-Marie en tant que sauveteur de plage, donc tout l'été. Donc ça a démarré début juillet. Et puis on va achever là pour le long week-end de septembre pour la fête du travail en fait. La ville a eu une bonne idée d'ouvrir la plage municipale, donc c'est une nouveauté à Ville-Marie. Ça existait il y a quelques années de ça, donc là la ville a pris l'initiative de le faire et puis ils m'ont sollicité pour être SN plage, sauveteur national plage, ce que je suis. Vous savez qu'un bon sauveteur, moins il a à faire dans l'eau, mieux c'est. D'accord ? Donc c'est un gros travail de prévention, un très gros travail de prévention. Donc oui, ça a été, je me mets en place et puis après ça, on est vigilant sur des fois les parents qui viennent avec leurs petits-enfants qui n'ont pas de flotte par exemple. Donc on fournit, on avait quelques flottes, on pouvait fournir ça, ou on prévient aussi les parents de leur mettre une flotte ou on ne laisse pas l'enfant aller tout seul dans l'eau. Ça c'est ce qu'on a vu vraiment le plus parce qu'on a eu quand même des petits, ça allait de 3 ans voire 2 ans. C'était mignon, c'était vraiment mignon. Après, on a aussi eu effectivement la problématique du saut sur le pont, qui est toute une culture ici, et qui est, oui, effectivement, les jeunes viennent. Est-ce qu'on a le droit de sauter sur le pont ? Non, vous n'avez jamais eu le droit de sauter là-dessus, mais vous le faites pareil, vous avez des pancartes, c'est à votre responsabilité. Sauf que quand on dit ça, on a tout dit et rien dit, parce que nous, on est là. Donc s'il arrive quoi que ce soit, on intervient. On a le périmètre, donc le périmètre, je pense qu'on le voit derrière moi. Ce périmètre-là qui est, c'est obligatoire sur les plages. À partir du moment où on officialise une plage, on a la longueur du périmètre en fait qui est jusqu'à 1,60 m. À 1,60 m, ça c'est le périmètre de surveillance pour le lifeguard, pour le sauveteur. Ensuite, on a les bouées que vous pouvez voir là-bas. Ça, là, c'est un périmètre de sécurité par rapport aux bateaux. Les bateaux à moteur ne peuvent pas rentrer dans cette zone-là. D'accord ? Ça reste une zone quand même de baigneurs malgré que le périmètre ici, c'est le périmètre de surveillance. D'accord ? Et ensuite, on se doit de mettre un périmètre un peu plus loin, ce qui est dans les normes, pour les bateaux, pour éviter bien entendu les accidents, etc.
On a des panneaux derrière nous qui nous disent à peu près qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit surtout de faire. Donc dans une plage, bien entendu l'alcool est interdit parce qu'on ne va pas se baigner en état d'ébriété, c'est clair. Les bouteilles en verre, enfin la vitre, tout ce qui est vitrerie. Voilà, c'est des promenades de chiens en laisse. On ne vient pas baigner son chien dans la zone de baignade, des détails où on doit, nous, en tant que sauveteurs, faire respecter ça aussi. Cette idée de plage, elle a mûri, ça date pas d'aujourd'hui, ça fait depuis quelques années que ce soit les citoyens, que ça soit qu'elle a été demandée. En plus de ça, c'est une aubaine parce que ça arrive au moment où la piscine ferme. Donc du coup, ça a donné beaucoup d'opportunités, notamment à Movens, la clinique ici qui donne des cours pour les jeunes. Ça a aussi donné une autre dynamique, un autre atout, un autre attrait à notre lac. Et oui, les commentaires étaient bons, oui, la plage a été appréciée. Après ça, on y a mis notre petite touche personnelle, un petit peu de musique. Enfin, c'est vrai que quand, personnellement en tout cas, et puis même les gens se sont rendus compte, j'ai eu des commentaires, on se croirait dans le sud. Et c'est vrai que quand on met un petit peu de musique exotique, ici avec un beau soleil qui cogne, oui, effectivement, c'est beau à voir. Avec les voiliers, les sidous, on aurait cru vraiment être autre part que la Ville-Marie. Mais on a eu beaucoup de monde de l'extérieur, d'autres régions qui sont venus et ça m'a permis de concrétiser ça aussi, vraiment de voir qu'il y a pas mal de monde de l'extérieur qui viennent dans notre beau Thémis. Mais sinon, oui, ça a été très concluant et la population a même apprécié, très apprécié, je pense. Quand on a donné goût, il ne faut plus l'enlever, hein. C'est pas compliqué. On a donné le goût. Aujourd'hui, c'est vraiment ça. On a donné goût. Donc, et puis, je pense que dans l'avenir, il y a aussi à bonifier l'activité. C'est-à-dire qu'on a un bel environnement. Le parc, c'est le parc du Centenaire qui est sur les berges du Témiscamingue. Il y a un potentiel énorme en termes de développement sur ce parc-là. À mon avis, il va falloir continuer à le faire. Oui, ça a été vraiment, même avant que la plage soit là officiellement, la plage, c'était déjà un succès. Mais là, on se disait aussi, oui, ça a été vraiment super, mais on se disait, qu'est-ce que les gens vont faire cette année avec la COVID? Beaucoup n'allaient pas à l'extérieur en vacances, restaient à Ville-Marie ou au Témiscamingue. C'est pas tout le monde qui a accès à des chalets. Les plages, on en voit de moins en moins, donc il fallait faire de quoi avec ça. Mais oui, même au niveau des touristes, on a vu beaucoup de touristes venir se baigner, tout ça. Puis on a l'emplacement idéal. Là. On s'entend que c'est vraiment merveilleux d'avoir le lac là, en plein milieu de la ville comme ça. Là, c'est une richesse. Là. Oui, on a eu beaucoup de commentaires de touristes aussi. Oui, la plage, mais on a eu Ville-Marie, malgré la COVID, on a voulu quand même animer au niveau culturel. Vous avez vu avec le Rift, là, les sculptures éphémères. On a eu beaucoup de commentaires aussi au niveau de notre halte camping qui est gratuite, à côté du terrain de balle. Des gens qui n'avaient pas de place à camper, puis qu'ils pouvaient se stationner là. Ça a été extrêmement achalandé cet été comparativement aux autres étés. C'est que ça, on a eu des bons commentaires là-dessus. Donc, cette année, on est vraiment satisfait, malgré le COVID, de notre été, de notre camp de jour, où les employés ont fait, puis les étudiantes ont fait un travail formidable. Vraiment. L'embauche de Manon Gauthier au niveau des sports et loisirs, puis la participation de tous les directeurs et des employés ont fait une bonne différence. Oui, bien, tous les parcs présentement, vous savez, on a le projet parc là, dans le parc du Centenaire qui est un gros projet. On est en attente. Au niveau municipal, on attend. C'est souvent ça au niveau des subventions. On attend, on a un gros projet là. Puis tous les parcs, dont le parc du Centenaire, sont sous la loupe, à savoir c'est quoi le créneau, qu'est-ce qu'on veut développer ici. Tout est analysé. Ici, il y a le projet parc, projet plage, mais il va peut-être avoir autre chose. On est dans l'analyse. Là. Puis on attend de voir comment va déboucher aussi notre projet du parc du Centenaire. Le Témiscamien Christian Beaulé a été reconduit à titre de président de Hockey Abitibi-Témiscamingue, un mandat de 2 ans. Il aura donc la lourde tâche de coordonner la saison à venir à l'ère de la COVID-19. Toutes les mesures seront prises afin d'assurer un retour sur la glace le plus sécuritaire possible aux jeunes hockeyeurs et hockeyeuses de la région. Passionné de sport, M. Beaulé confie que sa plus belle paye est de voir le sourire des enfants alors qu'ils pratiquent leur sport préféré. Au départ, j'ai été impliqué comme arbitre en chef au niveau du secteur ici au Témiscamingue pendant quelques années. Ensuite, je me suis fait offrir le poste d'arbitre en chef pour la région, donc pour toute l'Abitibi-Témiscamingue.
Ça venait avec une place au conseil d'administration et de fil en aiguille, l'intérêt. Je me suis porté à la présidence là, pour remplacer Christian Labbé, qui lui avait été nommé sur le conseil d'administration de Hockey Québec. Donc, je m'étais porté volontaire là, pour terminer son mandat. Je commence mon deuxième mandat, ça veut dire que c'est ma troisième année que je débute comme président. Avant ça, j'ai été 4 ans là, sur le CA là, comme membre du conseil d'administration avant d'être président. Mais en fait, ça se trouve être un peu le coordonnateur un peu de tous les dossiers. J'ai un super bon CA avec moi, des gars qui sont super impliqués, des femmes qui sont super impliquées pour nous aider vraiment dans chaque domaine, que ce soit les arbitres, que ce soit l'organisation des tournois, les formations d'entraîneurs, l'organisation des ligues. C'est plein de dossiers comme ça qu'on a des très bons porteurs de dossiers sur notre CA. Puis moi, mon travail, c'est un peu de coordonner puis d'épauler tout ce monde-là là, dans leurs tâches. Bien, c'est du temps qu'on passe et qu'on s'implique. C'est pour les jeunes. Hein? C'est la partie, le fun de tout ça. C'est sûr qu'il y a toujours un volet représentation, un volet un peu politique là, à ces choses-là. Par contre, ce qui est le fun, c'est de se promener dans les arénas, de voir les jeunes, les tournois, d'arbitrer encore des matchs, de voir des jeunes de catégorie Atome qui jouent le match de Coupe Stanley à toutes les fins de semaine. C'est vraiment ça là, qui nous pousse à continuer tout le temps. Dans le fond, on avait commencé des projets là, dans les 2 dernières années, notamment le volet féminin là, de la Coupe Dodge là, qui s'en vient en région l'année prochaine, qui a été décalé d'1 an, en fait, là, dans les circonstances. Mais on avait plusieurs beaux projets comme ça là, de débuter. Ça va nous permettre d'aller encore plus loin puis même développer des nouveaux projets pour la région. Bien, là, avec ce qu'on sait aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le hockey, ça va ressembler pas mal à ce qu'on est habitué. Évidemment, on n'était vraiment pas si encouragés là, au mois de mars, là, quand que tout fermait un après l'autre. Là, présentement, dans le plan de Hockey Québec qui comporte 6 phases, là, on a eu la nouvelle qu'on était maintenant en phase 5, ce qui veut dire qu'on est capable d'avoir des matchs, on est capable de se déplacer en région. Présentement, on n'est pas encore rendu à l'organisation des tournois ou des événements hors de la région. Par contre, au moins, on est capable de jouer des matchs, puis ça ressemble pas mal à du hockey comme on est habitué. Dans la prochaine saison, il n'y a rien qui va se passer comme qu'on est habitué. Oui, une fois sur la glace, les matchs, ça va se ressembler. Par contre, il va y avoir un paquet de protocoles qui va devoir suivre. Il faut coordonner tout ça avec la santé publique, avec nos partenaires qui sont les villes, parce qu'on sait que d'une ville à l'autre, d'une municipalité à l'autre, d'un aréna à l'autre, les règles ne sont pas nécessairement les mêmes, étant donné que les infrastructures ne sont pas les mêmes. On a des arénas plus grandes, on a des arénas plus petites, on a des arénas qui ont des possibilités d'avoir des entrées, des sorties différentes. Donc, chaque infrastructure est un défi, puis il faut l'organiser différemment. En bout de ligne, on s'attend à avoir à peu près le même nombre d'inscriptions. Parce que oui, on sait que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont se décourager ou qui vont avoir peur. On pense principalement peut-être à la catégorie midget, où ce que les joueurs sont rendus plus vieux, puis en plus, ils commencent à travailler, ils ont d'autres engagements. Peut-être qu'on en trouvera une petite baisse à ce niveau-là, mais d'un autre côté, le fait qu'on ne sort pas de la région, qu'on va se déplacer moins, peut-être que ça va permettre à d'autres qui faisaient des activités, qui demandaient des déplacements, qui vont avoir le goût de l'essayer. Donc, en bout de ligne, c'est après que ça va être facile de dire est-ce que ça a été payant ou pas, mais on entrevoit à peu près le même niveau d'inscription. Ben oui, c'est des bonnes nouvelles qu'on a eues. Dans le fond, au niveau de la structure intégrée, la structure intégrée de l'Abitibi-Témiscamingue qui découle de l'organisation des forestiers d'Amos. Donc, une partie qui est occupée par les citadelles de Rouyn-Noranda. Donc, c'est ça, au niveau Bantam, 3 relèves, on a Maxime Gélina de Témiscamingue qui a percé l'alignement. Lui, pour ceux qui ne le connaissaient pas dans la région, parce que c'est un petit joueur qui a joué beaucoup du côté de North Bay, fait que quand il est arrivé au camp, il n'était pas très connu, donc il a fait écarquiller les yeux un peu là, des entraîneurs là-bas, puis il s'est taillé une place dans l'équipe. Puis aussi, on a au niveau 3A, là, on a Sébanie McLean et Mathéo Lepage qui ont réussi aussi à se percer l'alignement là, du Bantam 3A avec les citadelles. Donc, ça va être deux autres bons joueurs là, de la région là, qui vont évoluer là, pour la structure. Oui, c'est sûr qu'on les suit toujours de proche, puis quand on est capable d'aller les voir en action, bien, on le fait aussi. Là. La ville de Ville-Marie s'est portée acquéreur du site de la Grotte, un endroit majestueux reconnu pour sa beauté. Un comité citoyen est d'ailleurs à se pencher sur la vocation future du site. Il faut se rappeler que l'endroit avait été fermé aux visiteurs en 2019 puisqu'il était considéré comme dangereux.
Par cette acquisition, la Ville de Ville-Marie souhaite redonner une seconde vie à ce lieu qui fait la fierté de Ville-Marie. Plus de détails en compagnie du maire, Michel Roy. Je te dirais que ça ne bougera pas beaucoup parce que présentement, on a encore beaucoup de dossiers là, sur la table, que ce soit le dossier piscine qui progresse, que ce soit l'aréna, l'ouverture de l'aréna, budget qui s'en vient aussi. Le dernier de ce conseil municipal-là, ça va être notre dernier budget. Donc, c'est pas mal ça qui est sur la table. Puis les activités commencent à reprendre. Puis on n'est pas encore tout à fait sorti du COVID. Ça fait qu'on a beaucoup de protocoles ensemble, pas ensemble, mais on a beaucoup de protocoles à mettre en place, qu'on pense juste au hockey mineur qui recommence, là, au patinage artistique. Ça prend des protocoles spéciaux au niveau de l'aréna. Les pirates, peut-être en octobre, novembre, décembre, s'il y a une saison, c'est à suivre. Donc, on a beaucoup de choses à mettre en place. Le COVID nous amène énormément d'ouvrages et de coûts. C'est sûr qu'il fallait attendre d'être officiellement propriétaire. On a passé devant le notaire. Il y a un comité qui a été formé par Manon, justement, la directrice, de citoyens, de gens qui pouvaient être impliqués là-dedans, que ce soit au niveau de l'alpinisme, au niveau du loisir. Donc, on a impliqué beaucoup de gens dans un comité. Puis là, ils sont à la collecte de voir qu'est-ce qu'ils font avec ce territoire-là. Puis faut voir qu'est-ce qu'on fait avec les structures qui sont là, la grotte entre autres. Là. Ouais, y a-t-il moyen de faire quelque chose? Ça a été évalué, on attend les suites et les rapports. On est un peu en avance pour affirmer ça, mais je crois que les marches sont récupérables. Il y a moyen de les réparer. Sinon, il y a toujours l'accès asphalté pour monter jusqu'en haut, que ce soit à pied, à quadriporteur. On aimerait quand même récupérer les marches. Au niveau de la grotte, il faut voir qu'est-ce qui existe pour refaire le crépi. C'est quand même le crépi qui tombe, selon ce qu'on a vu. Puis avec les ingénieurs aussi, est-ce que la structure est bonne? Parce que vous savez, de la manière que ça a été fait, là, c'était particulier. Ça a été fait par des citoyens, puis ça a quand même été bien fait, parce qu'avec le temps, ça a duré. Mais ça a l'air d'être plus le crépi intérieur et extérieur qui tombe en galette. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette partie-là. C'est que ça va être les ingénieurs, ça va être les spécialistes qui vont répondre à ces questions-là. Oui, ça aurait été facile de le laisser à des promoteurs, puis en le vendre au privé, puis qui vont bâtir des condos, ce que tu voudras là-dessus, des maisons, tout ça. Mais d'une manière, ça appartient à la Ville de Ville-Marie, c'est de l'histoire, c'est du patrimoine, c'est le côté religieux aussi. Donc, on tenait absolument que ça reste à Ville-Marie. Ville-Marie, c'est une ville d'espace vert puis de parcs. Puis il y a beaucoup de potentiel là, que ce soit pour la course en sentier, que ce soit l'observation, l'alpinisme ou l'escalade. Là. Donc, on tenait absolument que ça reste à Ville-Marie. On a eu une très, très, très bonne collaboration de la fabrique qui tenait aussi à ce que ça reste aux citoyens. Ça va être le comité qui va déterminer ça. C'est sûr que le conseil municipal va approuver, mais ça va être du plein air. Ça va être des sentiers, ça va être des observatoires, le mur d'escalade qui est là. Ça va être des choses comme ça. Est-ce que d'autres structures vont être là? C'est à suivre. Ça va être plus le comité qui va se pencher là-dessus. Le côté religieux aussi, comment ça va être préservé, le côté patrimonial, historique. C'est sûr qu'il y a des gens qui nous font des représentations, puis c'est parfait. Donc, on les écoute puis on les entend, mais le comité va décider de tout ça. Le vendredi 28 août dernier se tenait l'ordination du nouvel évêque du diocèse de Rouyn-Noranda, Monseigneur Guy Boulanger, présidé par Monseigneur Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, assisté de Monseigneur Gilles Lemay, évêque d'Amos, et de Monseigneur Luc Cyr, archevêque de Sherbrooke. La cérémonie se tenait en l'église cathédrale Saint-Joseph de Rouyn-Noranda. La centaine d'invités présents, dont des membres de la famille de Monseigneur Boulanger, ainsi que des membres de la communauté, devaient se soustraire aux règles sanitaires en place. Plusieurs membres de l'équipe pastorale du diocèse étaient aussi sur place, soulignant l'importance d'un tel événement. TV Témis était sur les lieux pour retransmettre l'ordination sur le web. Plus de 400 fidèles ont suivi l'événement en direct et au moment d'enregistrer ce bulletin, l'enregistrement cumulait près de 4000 visionnements. Pour voir l'intégrale de l'ordination de l'évêque Guy Boulanger, rendez-vous sur la page YouTube du diocèse de Rouyn-Noranda. Notez aussi que TV Témis diffusera l'émission sur ses ondes prochainement. Et voilà ce qui complète le bulletin Infotémis pour cette semaine. N'hésitez pas d'ailleurs à communiquer avec nous si vous avez des informations à nous partager. Aussi, je vous invite à suivre notre page Facebook pour voir nos reportages en primeur ainsi que du contenu exclusif chaque semaine. Ici Nadine Jutras, merci beaucoup d'avoir été là et à la semaine prochaine.